1, 2, 1, 2. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce... Est-ce que le son est insupportable? Est-ce que le son est insupportable? Dites-le moi pour que je règle ça très très vite. Je crois qu'au départ, ouais, voilà, au départ vous avez eu des problèmes de son. Ça c'est bon, normalement c'est réglé. Normalement, même si je parle un petit peu fort, c'est pas trop désagréable. Un petit peu quand même, mais pas... ça sature pas, normalement. Normalement. Vous me dites, j'attends vos retours. C'est bon maintenant, on entend les chats. Non, non, mais vous entendez la poupou, elle a dormi toute la matinée. Et puis là, bah, elle a fini de dormir. Hop là. Bonjour tout le monde et bienvenue. Donc dans ce récap de 205 Live d'abord, NXT UK ensuite et SmackDown enfin. Je vais pas donner mon avis global maintenant. On va, vous allez voir parce qu'il y a plusieurs choses très sympas et plusieurs choses très frustrantes qui se sont passées. Vous êtes 17, vous êtes 17. On est en petit comité, c'est cool, c'est chouette. Franchement, je préfère les petits comités. Je préfère ça à ce qu'on soit 500 et que je me dise. Faut que je leur explique parce que sinon ils vont être perdus, ils vont rien comprendre. Parce que le catch ça se comprend pas directement. Alors 205 Live a commencé avec un match féminin à 205 Live et je me dis et en fait j'ai une espèce d'épiphanie. Je me suis dit pourquoi ils font pas ça? Parce que la plupart des catcheuses de NXT, je pense qu'elles pèsent moins de 205 livres. C'est 100 kg, 205 livres, donc voilà, j'imagine. Et vu que les rosters de NXT et de 205 Live sont intégrés, sont les mêmes, c'est-à-dire que les catcheurs qui sont à 205 Live sont les catcheurs qui pèsent moins de 205 livres, pourquoi ils ne font pas catcher plus souvent les femmes? En l'occurrence, donc ça faisait partie du premier tour du Dusty Rhodes Tag Team Classic féminin, qui a commencé à NXT cette semaine. Et donc je découvrais sur le ring Gigi Dolin qui beaucoup de gens n'aiment pas ce pseudo, moi je trouve qu'il se démarque, il a au moins ce mérite là, il se démarque, et Cora Jade qui se démarque beaucoup moins contre Candice LeRae et Indi Hartwell. J'étais content parce que je me suis dit je vais découvrir deux nouvelles catcheuses. J'ai pas découvert grand chose, elles ont pas eu beaucoup de moments de briller. Gigi Dolin a de sacrés coups de pied, mais pour l'instant elles font un peu vertes. Je sais pas si c'est parce qu'elles le sont ou si c'est parce que c'était la première fois que je les voyais, du coup je faisais attention aux enchaînements, aux trucs machin, ou si je sais pas, je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette impression, mais j'ai très clairement eu cette impression là de un peu déçu, pas trop. Juste voilà, je m'attendais à découvrir des catcheuses et j'ai pas découvert grand chose. Par contre, la bonne surprise du match, c'est que c'est Indi Hartwell qui a gagné. C'est Indi Hartwell qui a fait le tomber pour son équipe. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit Candice LeRae, mais non, Indi Hartwell a gagné pour l'équipe et elle a gagné de façon clean, donc c'est une double bonne surprise. C'est pour ça que j'ai mis un C+ au match. C+, ça veut vraiment dire, on passe sur le tableau. Vous pouvez dire bonjour au tableau si vous voulez. C+, ça veut vraiment dire, voilà, moyen plus quoi. Alors, 12, ici, Candice et India. Ok. Et le deuxième match... Il y en a qui se sont fait avoir. Le deuxième match de 205 Live, toujours dans le cadre du Dusty Rhodes Tag Team Classic, mais masculin de cette fois-ci. Alors, si vous avez suivi mon récap de NXT, j'ai dit, c'est quand même dommage qu'ils aient pas dit ce qui se passait avec Ashanti Adonis et Desmond Troy, parce qu'ils ont dit Ashanti Adonis a été blessé à NXT par Karrion Kross et ils ont rien dit. Du coup je me suis dit bon bah ils sont éliminés du concours et du coup Tony Nese et Ariya Daivari, les gars qui devaient normalement affronter, gagnent un pass pour les demi-finales. Non. Au lieu de ça, les deux rivaux du main event de NXT de cette semaine, Tommaso Ciampa et Timothy Thatcher, ont sauté sur l'occasion du fait qu'il y avait un trou dans le Dusty Tag Team Classic Tournament pour s'immiscer. À la place de Nice et Daivari, bon, vous deviez affronter, mettons, Blob et le crapaud. Vous voyez les méchants dans X-Men. Mais ils se sont blessés.
Du coup, vous allez affronter Wolverine et Jean Grey. C'est plus ou moins la même chose, c'est vrai. Enfin, ouais, c'est... Bon. Et alors, dans les commentateurs qui disaient... oui, ah, j'ai un abonnement. Merci, The Femelle, pour ton abonnement. Alors, pour les abonnements, je réfléchis à des trucs à vous faire gagner si vous vous abonnez. Des emotes personnalisés, des trucs comme ça. Je verrai quand j'aurai un petit peu de temps. Je vais prendre le temps de faire ça, histoire que ce soit un peu... On va tâcher de pimper un peu ces lives. Mais merci à toi. Donc les commentateurs disaient oui, Nice et Daivari partent avec un avantage parce que eux ont déjà travaillé en équipe alors que Timothy Thatcher et Ciampa sont rivaux. Comment vont-ils réussir à s'entendre? Ross, c'est allé. Ils sont bien entendus. Bon, pendant tout le match, Nice et Daivari ont plus ou moins mené parce que ils ont joué sur cette carte de eux ont déjà travaillé en équipe. Mais à partir du moment où Thatcher et Ciampa ont commencé à reprendre le contrôle, bah là ils n'avaient plus aucune chance. Ça a été un peu rapide, ça a été un peu en... Le match était bien, mais un peu... un peu évident, quoi, si vous voulez. Un peu... Je donnais rien, je donnais aucune chance à Nice et Daivari, et effectivement, à partir du moment où ils ont perdu le contrôle du match, et ben, le match était plié, quoi. J'aime bien la tension, j'allais dire presque bestiale, presque animale qu'il y a entre Thatcher et Ciampa. T'as vraiment l'impression, ils se tiennent toujours là pour le coup, ils se tiennent toujours à 2 mètres de distanciation sociale, ça y a pas de souci, et ils se regardent genre, au moindre signe que tu m'agresses, je t'agresse en premier. Et ça c'était pas mal. Mais voilà, un petit peu court. C'est pour ça que je lui ai mis un B-, parce que pour moi on n'est pas sur, on est peut mieux faire, quoi, peut mieux faire, dans le sens où, comment, je pense que je pouvais m'attendre à mieux de la part de Ciampa et Thatcher en équipe. Mais du coup, ça veut dire que Ciampa et Thatcher vont affronter l'Undisputed Era dans la prochaine, enfin en demi-finale. Et ça j'ai bien hâte de le voir, voyez-vous. Contre Tony Nice. Il y a beaucoup de gens là dans cette Tony Nice et Ariya Daivari. Voilà. Ça, c'était pour le bilan de 205 Live. Je vais passer à vos questions concernant 205 Live, sachant que généralement, j'en ai pas. En l'occurrence, j'en ai pas. J'en profite pour remercier Grégory Sly qui prend les questions aujourd'hui. Merci à lui. Mais en l'occurrence, nous n'avons pas de questions sur 205 Live, donc on va passer à... NXT UK, excusez-moi, c'est un peu laborieux, ça arrive. NXT UK qui s'est ouvert sur un match qu'ils ont annoncé la semaine dernière, Rampage Brown contre Dave Mastiff. Je vous ai mis les noms, normalement, je me dis que ça peut être utile pour ceux qui les connaissent pas, et j'espère que c'est suffisamment visible, parce que je me dis si je mets plus gros, ça va vraiment, masquer l'image. Donc voilà, vous me dites si c'est une bonne idée ou pas, on avance ensemble, on découvre les choses. On découvre le live. Bon, je donnais Rampage Brown gagnant dès le départ. Ça n'a pas manqué, Rampage Brown a gagné. Le match était bien, mais j'ai jamais vraiment senti Rampage Brown en difficulté. Et il était un peu trop... le match était un peu trop, comment dirais-je, mécanique, dans le sens où... Dave Mastiff est nettement plus lourd, nettement plus imposant que Rampage Brown, mais du coup on aurait pu penser que Rampage Brown avait le désavantage, que Rampage Brown avait l'avantage de l'agilité. Mais en fait Dave Mastiff est également relativement agile pour quelqu'un qui fait de sa corpulence. Et du coup tout le match a été organisé autour de tout ce que tu peux faire, je peux le faire aussi. Rampage Brown a fait un dropkick, ce qui demande une certaine agilité, mais Dave Mastiff a su faire un dropkick après. Dave Mastiff a fait un back suplex pour dire voilà, moi j'arrive à te soulever. Rampage Brown lui a refait un back suplex plus tard dans le match en disant ouais, moi aussi je peux te soulever. Et le match s'est terminé sur une victoire de Rampage Brown assez prévisible. C'est pour ça que je lui ai mis un B- à ce match. Alors NXT UK c'est plus simple parce qu'ils sont rangés par... Enfin c'est plus simple parce qu'ils sont pas nombreux et qu'ils sont rangés par ordre alphabétique. Rampage Brown ça commence par un R et c'est là que les études de l'aide servent. Rampage Brown et Dave Mastiff ici.
Ensuite, NXT UK. Ensuite, nous avons eu une petite promo rapide de A-Kid qui a dit globalement Walter m'a battu la semaine dernière, mais la prochaine fois, je le battrai. Non. Il n'y aura probablement pas de prochaine fois, et si prochaine fois il y a, Walter te battra, je pense. A-Kid, t'es bien mignon, mais t'es tout petit. Et Walter est un ours. Et ça ne fonctionnera pas. Ensuite, nous avons eu les deux partenaires par équipe, Amir Jordan et Kenny Williams. Kenny est actuellement blessé, je crois. Et du coup, Amir Jordan, sous la bénédiction de son partenaire par équipe, a demandé s'il pouvait essayer d'avoir un petit run en solo. Kenny Williams, là, cette semaine, lui a dit oui, et j'ai même... Enfin, lui avait déjà dit oui il y a 3 semaines, et lui dit en plus, j'ai réussi à te trouver un adversaire pour ce soir, tu vas affronter Tyson T-Bone. Et Amir Jordan fait oh. Ça aurait été bien un adversaire plus petit, peut-être. Et Kenny Williams lui a dit un truc genre non mais t'inquiète, je sais que tu te chies dessus, mais c'est pas grave, l'important c'est que t'essayes. Enfin, je comprends pas bien, je comprends pas bien. J'ai l'impression qu'il y a une tension entre les deux. J'ai l'impression que Kenny Williams, il a accepté qu'Amir Jordan s'essaye à une carrière solo, mais j'ai l'impression qu'il lui en veut de juste lui avoir demandé. C'est l'impression que ça donne. Donc voilà, on aura Amir Jordan contre Tyson T-Bone plus tard. Ensuite, la semaine dernière, ou était-ce la semaine d'avant, Ilya Dragunov a été voir Jack Stars en lui disant j'ai perdu contre Walter dans un match de championnat, j'ai besoin de recommencer à zéro, et quand je suis arrivé à NXT UK, c'est contre toi que j'ai eu mon premier match, est-ce qu'on peut avoir, est-ce qu'on peut refaire ça pour que je retrouve mes marques, enfin voilà, la rédemption d'Ilya Dragunov. J'ai été un peu déçu quand Ilya Dragunov est arrivé sur le ring parce qu'il a fait, on a vu une vidéo où il enlevait ses lentilles, parce qu'il avait des lentilles rouges et jaunes, et je me suis dit, chouette, il va complètement changer son personnage. Mais en fait, non. Il a juste viré ses lentilles, tout le reste, son entrée, ses fringues de catch, son arsenal, tout est pareil. Bon, ça a été un petit peu décevant. Par contre, le match était loin d'être décevant. L'histoire du match, c'est que Jack Stars et Dragunov étaient à peu près à égalité. Et ça, c'est... Et même Jack Stars avait un petit peu le dessus. Jack Stars était plus dans l'offensif. Plus dans l'offensive que Dragunov. Et les commentateurs étaient j'allais dire enthousiastes. Ils étaient enthousiastes, mais ils étaient enthousiastes parce que ça aurait été un énorme revirement de situation que Jack Stars, qui est un éternel jobber, batte Ilya Dragunov, qui était aspirant au titre il y a quelques mois. Au titre mondial. Et à un moment donné, il y a un interrupteur qui s'est allumé dans la tête d'Ilya Dragunov, qui s'est dit non mais j'en ai plein le cul. Il a commencé à crier, je crois qu'il crie en russe, donc j'ai rien compris. Mais j'ai compris qu'il était énervé. J'ai compris qu'il était fort saoulé. Et du coup, là il s'est mis à tuer Jack Stars. Il a enchaîné les back suplex. À un moment donné, il a fait sa prise de finition, le Torpedo Moscow, je crois. Alors le Torpedo Moscow, c'est génial. Il court et il se jette la tête la première à l'horizontale sur son adversaire. Sauf que d'habitude, il fait ça dans le torse de son adversaire. Là, il a fait ça derrière la tête de Jack Stars. Un coup de boule derrière la tête avec l'élan, voilà. Donc Jack Stars est décédé. Et plutôt que de faire le tomber, Dragunov, qui était toujours énervé, lui a fait une prise de soumission. Enfin non, lui a bloqué les bras avec les jambes. Et lui a mis des coups de coude comme ça, jusqu'à ce que l'arbitre dise « Il est mort! He's already dead !» Non, voilà. Et du coup, Ilya Dragunov a gagné par KO technique. Après le match, Dragunov était toujours un peu énervé, toujours un peu à se crier dessus lui-même, comme habité par sa rage, jusqu'à ce que ça se calme, et qu'il se rende compte que... C'est l'image que vous voyez là. Il avait pas envie que ça se passe comme ça. Il était un peu... mais choqué de ce qu'il avait fait et triste pour Jack Stars, qu'il respecte a priori pour de vrai. J'ai beaucoup aimé ce match. Je crois que je lui ai mis un B+, c'est ça. Je lui ai mis un B+. Quand l'histoire est là, c'est toujours très intéressant. Non seulement à raconter, mais aussi à regarder. Jack Stars. Ensuite, nous avons eu... Hop là.
Une vidéo promo de Ben Carter, qui n'est pas la personne que vous voyez là. Ben Carter a affronté Jordan Devlin il y a quelques semaines pour le titre Cruiserweight et il a perdu, mais Ben Carter a eu toute la vitrine, si vous voulez, pour montrer au monde ce qu'il était capable de faire. Et du coup, voilà, il y avait une vidéo qui disait ouais, Ben Carter, excellent, la semaine prochaine, Ben Carter en action, machin truc. Et Sam Gradwell, je pense que c'est sa nouvelle... je pense que c'est son nouveau personnage. Sam Gradwell, il est... il regarde les promos sur son téléphone et puis après il fait... on est censé être inspiré par ça, c'est ça? Ça c'est de la merde, ça c'est du yaourt. Alors ça c'est sa catchphrase. Il traite tout le monde de... Alors yogourt du coup en anglais. Mais voilà, il traite tout le monde de yaourt. Bon, moi ça m'a fait sourire. Et du coup j'imagine qu'on se dirige vers un... un Sam Gradwell contre Ben Carter plus tard. Je pense que Ben Carter gagnera quand ce match aura lieu. Ensuite, on a eu le fameux match Amir Jordan contre Tyson T-Bone, qui est nettement plus costaud, dirons-nous, que Amir Jordan. Un peu attendu ce match. C'est-à-dire Tyson T-Bone domine par sa force. Amir Jordan essaye de survivre autant comme il peut, essaye de se faufiler, essaye de contrer un peu comme il peut, mais dès que Tyson T-Bone le maîtrise, si vous voulez, bah, il cogne le petit monsieur, il le met par terre, c'est normal, c'est son métier. Jusqu'à ce que Amir Jordan parvienne à retourner un tombé et à bloquer les épaules de Tyson T-Bone sur le sol pour le compte de 3. Il a un peu volé la victoire, quoi. Et du coup, personne n'en sort vraiment grandi de ce genre de scénario. Amir Jordan, il a eu de la chance. Tyson T-Bone, il a l'air con. Et Kenny Williams, donc le partenaire par équipe de Amir Jordan, qui était en train de regarder à l'extérieur, il avait pas l'air content pour Amir Jordan. Il avait l'air... ouais, t'as gagné, ouais, c'est bien, c'est bien. Que Amir Jordan avait l'air... T'as vu, j'ai gagné. C'est incroyable, j'ai gagné. Donc, bon, c'est pas le genre de truc que j'aime bien. J'ai mis un C. J'ai mis un C à ce match-là. Je comprends ce qu'ils veulent faire. C'est bien de leur donner des trucs à faire. Mais c'est pas passionnant, quoi. Et Amir Jordan, Tyson T-Bone avec un T comme... Tyrannosaure, je suis excellent. J'ai plein d'autres mots qui me sont passés par la tête avant. Et Kenny Williams avec un K comme couille. C'est faux, les enfants. C'est faux. C'est ce qu'on appelle une blague. Ensuite, on a eu une promo de Xia Brookside qui a dit ouais, Nina Samuels, tu parles mal de ma famille, ben ça va pas le faire. Bon, Nina Samuels a dit du mal de sa famille il y a un peu plus d'un mois. J'imagine que Xia Brookside n'a pas la fibre. Je sais pas. Mais c'est bien que cette rivalité continue, c'est bien qu'il ne l'ait pas oublié. Donc j'imagine qu'on aura un match Xia Brookside contre Nina Samuels bientôt. Un de ces 4, on verra. Et enfin, nous avons eu le main event de NXT UK, Ginny contre Kay Lee Ray. Pour replacer un peu tout le truc dans son contexte, excusez-moi, j'ai entendu un chat miauler bizarrement dans le jardin, non? Ok, il y a un chat qui a miaulé bizarrement dans le jardin, mais... Écoutez. Bon, le live. Le contexte. Kay Lee Ray devait défendre son titre contre Piper Niven il y a pas mal de temps, dans un match sans disqualification, et Ginny est intervenue pour mettre un coup de chaise à Piper Niven pour gagner, pour que Kay Lee Ray gagne ce match-là. Suite à quoi Piper Niven a évidemment affronté Ginny parce qu'elle avait un compte à régler avec elle, hein, forcément. C'est là que Ginny a révélé qu'elle avait une espèce d'association, une espèce de partenariat avec Joseph Connors, qui est un catcheur de NXT UK. Et grâce à l'intervention de Joseph Connors, Ginny est parvenue à battre Piper Niven pour devenir aspirante numéro 1 au titre de Kay Lee Ray. Voilà, ça c'est le contexte global. Le truc c'est que Ginny a jamais vraiment été présentée comme l'une des meilleures catcheuses de NXT UK, je pense. Je vois pas Ginny championne de NXT UK, quoi, si vous voulez. Mais elle avait l'atout Joseph Connors, qui est quelque chose de nouveau, et qui pouvait donc, qui pour moi rendait le match intéressant. C'est pour ça que j'ai eu un petit problème avec le fait que Joseph Connors est resté très en retrait pendant la plupart du match.
Le match en lui-même a été aussi handicapé par le fait qu'ils n'arrêtaient pas de filmer. Parce que je sais pas si vous voyez comment c'est à la WWE en ce moment. Le public, et vu qu'il n'y a pas de public, il y a des écrans sur lesquels ils diffusent des images de gens chez eux qui regardent le show. Et pendant tout le match, ils n'ont pas arrêté de filmer des catcheuses de NXT UK qui donc apparaissaient sur ces écrans parce qu'elles étaient en train de regarder le show. Notamment Amal, la catcheuse française de NXT UK, qui elle a tout ce qu'il faut pour devenir championne de NXT UK. Je crois en toi Amal, tu peux le faire. Mais ils sont passés par tout le roster. Il y avait Nina Samuels, il y avait Xia Brookside, il y avait Piper Niven, il y avait tout le monde. Alors, quand ça a été le tour d'Eva Valkyrie, qui en ce moment a vaincu à NXT UK, on l'a pas vu directement parmi les autres écrans. Il y a eu une espèce de glitch où elle a pris tous les écrans. Je crois que c'est Eva Valkyrie, je suis pas sûr. N'hésitez pas à me corriger dans le chat si jamais je me trompe. Je crois que c'est elle. Ce qui me fait dire qu'elle est que c'est une des favoris pour devenir pour devenir championne de NXT UK. Mais voilà, ça a pas mal handicapé le match qu'on se focalise sur beaucoup de choses autour du match. J'ai jamais vraiment cru que Ginny allait gagner, mais et en plus la fin du match était vraiment très overbooké, on dit, c'est-à-dire surchargé, il y a trop d'éléments. Donc j'ai essayé de me rappeler comment ça s'est passé. Alors, Connors est intervenu en montant juste sur les abords du ring. Ça a distrait l'arbitre. Non, ça a distrait Kaylee Ray. Du coup, Ginny en a profité pour faire sa prise de finition. Là, il y avait une petite ouverture pour qu'elle gagne, mais pendant qu'elle faisait le tomber après sa prise de finition, Joseph Connors a attrapé les pieds de Kaylee Ray pour les maintenir au sol. Et l'arbitre a vu et lui a dit dis non, ça c'est pas bien, si t'interviens comme ça, tu retournes dans les coulisses. Donc l'arbitre a chassé Joseph Connors du match. Joseph Connors a pris la ceinture NXT UK, a pris le titre féminin de NXT UK, et a commencé à partir des abords du ring. Kaylee Ray est descendue pour aller récupérer sa ceinture. Elle a récupéré sa ceinture, elle a mis une énorme mandale à Joseph Connors. Elle a mis sa ceinture sur les abords du ring. Du coup, Ginny a pris la ceinture. Kaylee Ray est remontée sur le ring pendant que l'arbitre était en train de chasser Joseph Connors. Elle a essayé de lui mettre un coup de ceinture, mais elle n'y est pas parvenue. Du coup, l'arbitre a surpris Ginny avec la ceinture dans les mains. Il lui a pris la ceinture, ce qui a distrait Ginny. Du coup, Kaylee Ray lui a fait sa prise de finition et Kaylee Ray a gagné. C'est beaucoup trop long, B-, B- parce que le match était quand même pas mal, mais vraiment overbooké. Vraiment doucement, quoi. si ça prend autant de temps à raconter, c'est qu'il se passe trop de trucs. Ok, c'est un peu laborieux quand c'est moi qui parle, mais voilà. Kaylee Ray contre... Je vais mettre en bleu pour me rappeler que c'est un match de championnat. Ouf. Merde. Pardon. Pouf. Super. Contre Ginny avec Joseph Connors. Ok. Fantastique. Nous allons passer à vos questions concernant NXT UK. Je vous rappelle que si vous avez des questions, il faut c'est marqué en dessous. Il faut utiliser les cloches pour mettre vos messages en avant et Gregory Sly me les passera. Parce que je ne peux pas répondre à toutes vos questions sur le chat pendant que je fais le récap. Parce que sinon, on en a pour 5 heures. Pour ce faire, vous cliquez sur la cloche qui est sous le chat, vous cliquez dessus et vous avez la fonction mettre mon message en avant pour 380 cloches. Et voilà, et j'y répondrai entre les récaps, notamment maintenant concernant vos questions sur NXT UK. Il n'y en a qu'une seule, donc c'est parti. Le vrai Ghost me demande... Salut Lynx, vois-tu un heel turn pour Dragunov dans les prochaines semaines? Bonne question. Je vais pas y répondre. Non, je vais pas... En fait, c'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire que... Je vois plus une histoire de rédemption pour Dragunov. Je vois pas un heel turn. Pour répondre très rapidement à ta question, je vois pas un heel turn parce que je pense qu'il va continuer à être hanté par une espèce d'agressivité. On va dire ça comme ça. Je pense qu'il va
il va continuer à s'énerver beaucoup trop, à massacrer ses adversaires et à s'en vouloir après. Maintenant, une autre issue, c'est effectivement qu'il assume complètement ce côté-là de sa personnalité et mais je vois pas partir de ce côté-là. Je vois pas partir de ce côté. Mon énergie de campagne est pleine. On va passer, si vous le voulez bien, à SmackDown. Le bon show du roster principal. Alors, je dis le bon show. Ça a été un peu en demi-teinte, vous allez voir, parce que j'ai été un peu, ah là là, c'est un peu compliqué à définir mon état d'esprit. Vous allez voir, je vais vous décrire. Vous êtes 107, bienvenue à tous. N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous avez envie de n'avoir absolument aucun avantage et que ça soit payant. N'hésitez pas à me suivre si vous voulez avoir une notification pour quand je passe en live. Et je vous ai dit, je commence à réfléchir à des avantages pour les abonnés. Alors, SmackDown a commencé avec Roman Reigns et Paul Heyman qui descendent vers le ring. La semaine dernière, Adam Pearce a fait la fête à l'envers à Roman Reigns, a accepté un contrat et a utilisé la stipulation... Enfin, le mot m'échappe. La clause, on va dire ça comme ça, dans le contrat, qui dit que s'il est blessé, il a le droit de choisir un remplaçant. Et du coup, il a choisi Kevin Owens pour le remplacer. Et du coup, ce sera Kevin Owens contre Roman Reigns au Royal Rumble. Et Roman Reigns dit que c'est honteux, que effectivement il l'a pas vu venir, mais c'est pas parce qu'il est trop bête, c'est parce qu'il est meilleur que ça. Il est au-dessus de ce genre de stratagème. Lui, qu'il soit blessé, qu'il ait mal aux genoux, qu'il ait mal aux épaules, et ben il vient et il catch parce que c'est son métier. Que c'est comme ça qu'on fait quand on n'est pas un loser. Adam Pearce arrive et dit bon, écoutez, ça commence à être n'importe quoi. Roman Reigns dit non, que toi tu ne me respectes pas, ça c'est n'importe quoi. Que tu essayes de truander comme ça c'est n'importe quoi. Maintenant, si la moindre petite blessure te met sur le banc de touche, c'est pas étonnant que t'aies jamais réussi à devenir un catcheur à la WWE. Ça fait beaucoup rire Paul Heyman. Adam Pearce dit écoute, je peux supporter son humiliation à lui, mais j'ai pas à supporter la tienne, parlant à Paul Heyman. Roman Reigns se retourne vers Paul Heyman et lui dit je crois qu'il te manque de respect. S'il te manque de respect, il me manque de respect à moi. Tu vas laisser faire ça? Et Paul Heyman défie Adam Pearce dans un match pour le main event, disant faut pas que tu te laisses avoir par le personnage que je joue pour la télé, hein, parce que moi je viens de New York et s'il faut je te pète la gueule. J'ai beaucoup aimé la promo de Paul Heyman. Et Adam Pearce a accepté ce match. Et du coup, on avait dans le main event Adam Pearce contre Paul Heyman. Et je me suis dit, je le vois venir gros comme une maison, que Paul Heyman va dire ah là là, je suis blessé, card subject to change, et tu dois affronter Roman Reigns. Et je me suis dit, bon, si moi je le vois venir, Adam Pearce aurait dû le voir venir. C'est un peu dommage qu'Adam Pearce l'ait vu venir, mais en même temps, ça met un peu Adam Pearce dans une position de badass, et en même temps, voilà, tout était bien ficelé, et surtout Roman Reigns passe pour un gars pour lequel c'est important, quoi, le titre, c'est important le métier, c'est important le respect. Bref, tout fonctionnait très bien. C'est pour ça que j'ai mis un B. C'est parce que je voyais à peu près où ça allait. C'était un peu dommage, mais j'aimais bien où ça allait. Donc c'était pas... C'était genre... Vous avez gagné le bénéfice du doute. Enfin, ils ont gagné le bénéfice du doute à SmackDown. Hop là. Ensuite, nous avons eu... Ça a été un peu un fil rouge pendant toute l'émission. Sami Zayn est arrivé sur la rampe, a descendu la rampe après ça, et il s'est menotté à la rampe en disant, voilà, en signe de protestation. Et à chaque fois pendant le show, il avait des pancartes différentes. Hashtag Justice for Sami, ses initiales SAMI et plan Standing Against Moral Injustice. Sami s'est fait voler le titre, changer mon opinion. Enfin voilà, il avait pendant tout le show, il était
Et du coup, c'était rigolo parce que tous les catcheurs qui descendaient, tous les catcheurs et les catcheuses qui descendaient la rampe avaient une rapide interaction avec lui. Et c'était assez sympa, je vous dis. Et je me suis demandé où ça allait, et j'ai pas du tout vu venir où ça allait, du coup, j'étais assez content. Enfin, j'ai trouvé que c'était bien fait. Quand vous voyez ça, quand vous voyez ce genre de graphique, est-ce que, comme moi, vous savez ce qui va se passer? Quand j'ai vu Charlotte Flair et Asuka contre le Riot Squad, directement je me suis dit, bon, alors Billie Kay va un peu coûter la victoire au Riot Squad, mais surtout Charlotte Flair va finir par gagner, enfin voilà, Charlotte Flair va faire le tomber. Ça peut manquer. Charlotte Flair a fait le tomber. Pendant l'entrée de Charlotte Flair, je ne vous ai pas pris de screen parce que je prends pas de photos, enfin je vous montre pas de photos des shows. Asuka et Charlotte Flair ont fait l'entrée de Charlotte. Et je me dis, bon, écoutez, elles n'ont pas de musique à L2, elles n'ont pas voilà, elles n'ont pas une entrée à L2, donc il faut qu'elles fassent l'entrée de l'une des deux. Elles font l'entrée de Charlotte, évidemment. Mais Asuka faisait aussi la chorégraphie de Charlotte, c'est-à-dire qu'elle faisait l'entrée à deux, c'est-à-dire la chorégraphie de Charlotte. Tu descends au bas de la rampe, tu écartes les bras, tu tournes sur toi-même pour montrer ta jolie robe, ta jolie robe de chambre, je sais pas comment on appelle ça, joli peignoir, comment on appelle ça, en anglais ils disent robe, mais je sais pas comment ça s'appelle en français. Bref, et voilà, et après elles vont sur elle. La caméra, elle était systématiquement sur Charlotte, avec Asuka qui est à moitié coupée du cadre. Ça veut vraiment dire, ouais, pardon Asuka, filme Charlotte, désolé. Enfin voilà, ça te dit tout ce que tu as besoin de savoir sur Asuka. Et le match s'est passé exactement comme je pensais qu'il allait se passer, c'est-à-dire voilà, Billie Kay a plus ou moins coûté la victoire au Riot Squad de par sa maladresse. Et Charlotte Flair a fait le tomber sur Ruby Riot, je crois, pour la victoire. J'ai mis un C à ce match, ouais c'est ça, il s'est passé ce que je m'attendais à ce qui se passe. Excusez-moi le tableau. Hop. Donc C. C pour... Ah oui, non, bah, du coup, Asuka et Charlotte Flair sont des catcheuses de Raw, mais le titre par équipe féminin va sur tous les... peut aller sur tous les shows. Peut être défendu sur tous les shows. Contre le Riot Squad. Avec Billie Kay dans le rôle de manager ici. Hop là. Voilà. Et alors effectivement, évidemment, du coup ensuite, le Riot Squad s'est expliqué avec Billie Kay. Billie Kay qui dit je suis vraiment désolé pour ce que j'ai fait. Ruby Riot qui rajoute une couche en disant ouais t'es désolé pour nous avoir coûté la chance d'avoir un titre, la chance de gagner les titres par équipe féminin qu'on n'a jamais eu. Elles l'ont jamais eu, hein, sauf faire de ma part. Je crois qu'elles l'ont jamais eu. C'est aberrant. Billie Kay, oui voilà, désolé pour ça, mais j'ai une bonne nouvelle, j'ai réussi à vous faire rentrer dans le Royal Rumble féminin, et si vous voulez on va aller s'entraîner, et Ruby Riot explique, non mais il n'y a pas de nous qui tiennent, on fonctionnait mieux quand t'étais pas là, et Billie Kay a l'air vraiment très très triste, et je suis investi dans cette histoire, je suis investi émotionnellement dans cette histoire. J'ai vraiment envie que Billie Kay trouve sa place dans la division féminine sans Peyton Royce, et j'ai vraiment envie qu'elle soit, j'allais dire qu'elle soit utile à quelqu'un, qu'elle soit une force quoi dans cette division féminine par équipe. Et en plus, Liv Morgan a l'air vraiment désolée d'envoyer chier Billie Kay. Mais en même temps, elles sont chiées le Riot Squad parce que même sans Billie Kay, elles perdaient tout le temps. Donc bon, à un moment donné, voilà, hein, c'est pas la faute de Billie Kay si vous perdez. Bref. Vous êtes 122, bienvenue à tous, n'hésitez pas à me suivre, on s'amuse bien. Ensuite, Daniel Bryan est arrivé sur le ring pour dire que il avait vraiment hâte, il a essayé de nous décrire le sentiment que lui évoque le Rumble, et globalement c'est l'excitation de ne pas savoir qui va arriver, le sentiment de savoir que ceux qui sont sur le ring ne savent pas que tu vas arriver, que n'importe qui peut gagner, etc. C'est un des seuls accomplissements à la WWE qu'il a pas réussi à accomplir. Tant pis. C'est gagner un Royal Rumble. Putain, vous imaginez si le seul Rumble que Daniel Bryan gagne, c'est un Rumble où il n'y a pas de public. Pour la petite histoire, le Rumble 2014, je crois. Daniel Bryan était revenu de blessure juste avant le Rumble et tout le monde voulait qu'il gagne, mais vraiment tout le monde voulait qu'il gagne, le public était à fond derrière lui, c'était peut-être 2015, je dis 2014, c'était peut-être 2015.
le dernier entrant dans le Rumble, ça a été Rey Mysterio. Daniel Bryan n'était même pas dans le Rumble. Rey Mysterio s'est fait huer, mais comme jamais. Et je confonds peut-être parce qu'il y a deux Rumble où... Non, et en 2015, je peux me planter dans les dates. Hein. En 2015, Daniel Bryan a participé au Rumble et il s'est fait éliminer très vite. Et du coup, le public s'est retourné contre le Rumble. J'ai rarement vu un match se faire huer aussi fort, à part le match Rob Van Dam contre John Cena à ECW One Night Stand. Mais j'ai rarement vu un match se faire huer aussi fort. Et à la fin, Roman Reigns a gagné. Et c'est à partir de là que tout le monde s'est mis à détester Roman Reigns. Bref. Donc c'est pour ça que je vous dis, imaginez, Daniel Bryan gagne un Rumble. C'est le Rumble où il n'y a pas de public. C'est un peu aberrant. Mais bon, ce serait mieux que rien. S'il pouvait gagner, ce serait fantastique. Je pense pas qu'il va gagner. Il est interrompu par Cesaro. Cesaro qui descend la rampe et qui fait ouais, c'est super ce que tu dis, tu décris vachement bien le Rumble, justement je pourrais le faire beaucoup mieux et en 5 langues différentes parce que Cesaro parle... Ah non, Cesaro parle 4 langues différentes je crois. Et en arrivant devant Sami Zayn, il fait c'est vrai, oui, en français, parce que Cesaro sait parler français, Sami Zayn est québécois. Et au moment où il lui fait c'est vrai, oui, non, personne ne veut entendre parler français. C'est cool, c'est rigolo. Et donc Cesaro a descendu Daniel Bryan en lui disant « Je t'ai battu la semaine dernière, si je peux, si quelqu'un doit gagner le Rumble, c'est moi. D'ailleurs, je suis tellement confiant que je lance un challenge, un open challenge. S'il y a qui que ce soit dans les coulisses qui veut m'affronter, qui vienne. » Là-dessus arrive Dolph Ziggler qui dit ouais, écoute, il y a personne à mon niveau dans le roster de SmackDown, à part évidemment mon estimé confrère Robert Roode, partenaire par équipe de Dolph Ziggler dans les... Dirty Dogs DAWGS. Dirty Dogs. Et toi, Cesaro. Personne ne venait à mon niveau à part Robert Roode et toi, Cesaro. Donc, qu'est-ce que tu dis qu'on a un match? Parce qu'apparemment, j'ai décidé de ne plus savoir parler français. Imaginez si Cesaro gagne. Si Cesaro gagne le Rumble. Ça fait partie, ça fait partie de ces choses qu'on a arrêté d'espérer à la WWE. Genre, imagine si Aleister Black gagne le Rumble, imagine si Ricochet gagne le Rumble, imagine si Mustafa Ali gagne le Rumble, imagine si Cesaro gagne le Rumble. Ça fait partie de ces espèces de fantasmes qui n'arriveront jamais. Mais imagine si ça arrive. Bref, là-dessus on a un match Dolph Ziggler contre Cesaro qui est vraiment très très bon, et en plus, avec Daniel Bryan au commentaire, et en plus Cesaro gagne clean. Et on a un push là. Cesaro est en train de... Ça va peut-être durer que 3 semaines, parce qu'ils font souvent ça. Ils font souvent des pushs de 3 semaines à la WWE. Mais Cesaro est celui qui a le plus de momentum, ils disent en anglais, donc qui a le plus d'élan, on va dire ça comme ça, en rentrant dans le Rumble. Est-ce que ce serait pas vraiment trop cool que Cesaro gagne le Rumble? Moi, enfin voilà, moi Si Cesaro gagne le Rumble, vous allez me voir très content. Et c'est pas souvent que vous me voyez très content dans les reviews de la WWE, donc là, il me donne envie d'y croire. Il me donne envie d'y croire. Maintenant, peut-être que je suis con, hein, c'est possible aussi. Cesaro et Daniel Bryan. Cesaro était dans les deux promos auxquels j'ai mis, dans les deux segments auxquels j'ai mis B à tous les deux. La promo et le match. Dolph Ziggler était également dans les deux, et Daniel Bryan était complètement dans le premier et au commentaire pour le second. Pif. J'ai vraiment hâte de voir ce Rumble. Je suis hypé, et en même temps je suis hypé et je suis extrêmement prudent. Il y a l'ombre de Brock Lesnar qui est là. Brock Lesnar peut très bien gagner le Rumble cette année. Ensuite, ah putain, imaginez quoi, Goldberg bat Drew McIntyre et Lesnar gagne le Rumble. Il n'y a pas de public. C'est l'année ou jamais où le faire et faire en sorte que... donner l'impression que tout le monde le voulait. Bref. Ensuite, on a eu... Qu'est-ce que j'ai été agréablement surpris par ce match. J'ai hésité à mettre... à mettre quelque chose dans ce goût-là, quelque chose qui parle de ce match-là dans le titre de ce live. Parce que pour moi, c'est l'événement, c'est le truc duquel j'avais le plus envie de parler. Ils ont fait un match intergenre, on dit intersexe, je sais pas, enfin un match homme-femme, femme-homme, voilà, à la WWE. Et c'était pas, c'était bien fait. J'ai trouvé ce match bien fait. C'est-à-dire,
Alors, Sasha Banks était en rivalité contre Carmella, mais avant, elle avait envie d'affronter Reginald, c'est ça, hein, Reggie, le sommelier de Carmella, qui au début du match lui a dit un petit bisou pour moi. C'était la soirée du français, semble-t-il. Il lui a dit ça en français, c'est pour ça que je dis ça. Donc voilà, elle voulait affronter Reggie, parce que Reggie arrêtait pas d'interférer dans les matchs entre Carmella et Sasha Banks. Et là où ça a été bien fait, c'est que il y a déjà eu des matchs intergenres, je vais dire intergenres, à la WWE, mais c'était une excellente catcheuse contre une sous-merde. Genre Asuka contre James Ellsworth. James Ellsworth était un personnage comique, quoi, c'est-à-dire capable de rien, et Asuka était Asuka. Et la première fois qu'ils se sont affrontés, elles se sont affrontés tous les deux, ça a fini en double décompte à l'extérieur, et ils se sont réaffrontés et Asuka a gagné, mais ça a même pas été simple, quoi. Que là, on a à peu près la même configuration. Sasha Banks est dans le main event de la division féminine, Reginald est à peine un catcheur. Le truc, c'est que Reginald a prouvé qu'il était très agile. Le gars, il bouge bien. Je sais pas s'il fait du parcours, s'il fait... je sais pas, mais en tout cas, c'est un sacré acrobate. Et Sasha Banks, au départ, elle perd, mais parce qu'elle a sous-estimé ça. Elle s'est dit, je vais affronter le sommelier, je suis une catcheuse, c'est pas un catcheur, je vais le battre. Et si le match dure un peu, c'est parce qu'elle a sous-estimé Reginald. Et à partir du moment où elle a fini par comprendre, ok, Reginald, il est pas aussi mauvais qu'il en a l'air, elle a arrêté de le prendre de haut, elle s'est mise au niveau, et là, elle a gagné très vite. Là, elle lui a fait un Meteora, un deuxième Meteora, et le Bank Statement pour la victoire. Il fallait qu'elle gagne vite, parce qu'elle est très bonne, elle est au sommet de la division féminine, enfin, elle est au sommet, elle est dans le main event de la division féminine, et Reginald n'est même pas un catcheur. Donc il fallait qu'elle gagne. Mais on a eu un exemple de bon match entre un homme et une femme à la WWE. J'ose pas vraiment espérer que c'est une porte ouverte vers plus de matchs de ce genre, mais c'est un truc, il se prive de tellement de possibilités qui seraient géniales. Il y a plein de matchs que j'ai très envie de voir entre des hommes et des femmes à la WWE, à la tête de ces matchs-là, Asuka contre Daniel Bryan. Un match Asuka contre Daniel Bryan pourrait être énorme. Un match Io Shirai contre Shinsuke Nakamura. Strong style dans les... ça, enfin, voilà. Pour moi, ça, il peut y avoir... Enfin, il y a énormément de très bons matchs qui se perdent comme ça. Je vois en quoi c'est polémique. Je vois en quoi c'est polémique de faire un match entre un homme et une femme. Mais à partir du moment où tu acceptes ça, je sais pas. Pour moi, voilà, ce serait un joli pas vers l'égalité que d'avoir des matchs entre un homme et une femme où des fois les femmes gagnent, des fois les hommes gagnent. Parce que là, effectivement, à chaque fois qu'il y a un match entre un homme et une femme, la femme gagne, évidemment. Parce que c'est une très bonne femme contre un catcheur qui est à peine un catcheur. Et enfin bon, voilà. Ça, c'est mon opinion. Mais si vous la partagez pas, je peux comprendre. Je peux comprendre aussi que les sponsors aient pas envie de... Les sponsors de la WWE aient pas envie de voir des hommes battre des femmes. C'est quand même une très mauvaise image. Mais voilà. Chacun son opinion, je vous donne la mienne, et je pense que, enfin voilà, ce sujet de société. Soyez polis dans les commentaires si jamais vous en parlez, s'il vous plaît, respectez-vous. Ensuite, j'ai mis A à ce segment-là parce que j'ai pas du tout vu venir ce qu'elle allait venir après. Excusez-moi, j'ai la bouche sèche aujourd'hui. On est en coulisses avec Paul Heyman et Roman Reigns. Paul Heyman dit à Roman Reigns, là on l'a bien eu Adam Pearce, hein. J'ai compris le plan sans même que tu aies besoin de me l'expliquer. On a vraiment été très très bon sur ce coup-là. Et je me dis ok, bon, c'est là qu'ils admettent que
c'est là qu'ils admettent qu'ils ont l'intention de jouer sur la même la même clause que Adam Pearce a exploité la semaine précédente, c'est-à-dire Paul Heyman va faire semblant d'être blessé et à la place Roman Reigns va affronter Adam Pearce. Et là, Roman Reigns lui dit non, j'ai jamais dit que je t'ai passé le micro, je t'ai dit de te défendre, mais c'était pour que tu t'en prennes à lui verbalement, c'est ce que tu sais faire. Tu t'es mis dans ce match, tu te sors de ce match, c'est ton problème. Tu règles tes problèmes en homme, sois un homme. Parce que si jamais tu faillis à ce défi-là que tu as lancé toi-même, qu'est-ce que ça va dire de toi? Et qu'est-ce que ça va dire de moi? Et je me suis dit, ça c'est très très cool. Parce que du coup, je m'attendais à ce qui se passe, que je vous ai dit que je pensais qu'il allait se passer. Et ils utilisent la caractérisation de personnage pour me dire non, Roman Reigns il a pas du tout envie de faire ce genre de combi. Il l'a dit dans l'intro. C'est le genre de stratagème qui est en dessous de lui. C'est le genre de stratagème qu'emploient les paresseux et les faibles. Et Roman Reigns il est pas comme ça. Paul Heyman s'est mis dans ce match. Paul Heyman assume ce match. Et à ce stade de l'émission, si vous avez déjà vu l'émission, vous savez où ça va. Mais à ce stade de l'émission, je me suis dit, ils m'ont totalement retourné. J'ai pas du tout vu venir ça. Et en plus, ils ont utilisé la caractérisation de personnage pour retourner la situation. Excellent. Excellent. Très bien joué. Mais ensuite, on a eu le match Big E contre Apollo Crews pour le titre intercontinental. Match qui a été lancé la semaine dernière quand Apollo Crews a mis une énorme claque à Big E et globalement lui a manqué de respect. Du coup, Big E a dit d'accord, ok, tu veux la jouer comme ça, on va la jouer comme ça. Je te bats la semaine prochaine et plus jamais tu t'approches de ce titre. Ça a été vraiment court comme segment. J'ai oublié de noter Reginald et... Excusez-moi, tableau. J'ai oublié de noter Reginald et Sasha Banks. J'ai mis B+. J'avais l'impression aussi que ça se terminait sans que j'avais oublié de faire un truc. Pendant que Carmella était en train de se pochetronner aux commentaires. Hop là. C'est tout. Et donc le match, voilà, le match a lieu. Big E domine légèrement, mais c'est pas très très clair. C'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que Sami Zayn se défait de ses menottes et intervient dans le match pour faire un hell of a kick, sa prise de finition, sur Apollo Crews, puis sur Big E, en disant que c'est lui le vrai champion intercontinental, qu'on lui a volé son titre, et que bah voilà, il compte bien le récupérer, globalement. Du coup, bon, les matchs interrompus, c'est jamais vraiment trop mon truc. Ce que j'ai beaucoup aimé, par contre, c'est le fait que ça a été préparé dès le début du show. Sami Zayn s'est menotté à la rampe au début du show, et ça a payé beaucoup plus tard dans le match. C'est le genre de long terme qu'on peut espérer à la WWE. Non, je suis mauvaise langue. C'était bien raconté. C'était bien raconté et je suis totalement rentré dedans et je me suis totalement fait avoir. J'ai pas du tout vu venir que Sami allait intervenir dans ce match-là. Donc, j'ai mis un C+ à ce match. Jamais vraiment très fan des matchs qui se terminent sans vainqueur décisif. Je vais mettre 12 à Sami Zayn ici parce qu'il a été, pour moi, il a été autant un facteur dans le match que Big E ou Apollo Crews. Il n'a pas duré suffisamment longtemps le match pour que je me dise Sami Zayn a eu un rôle secondaire dans ce segment-là. Ensuite, on a eu un segment avec Kevin Owens dans sa voiture parce que Roman Reigns a refusé qu'il soit dans l'enceinte du bâtiment. Très bonne promo de Kevin Owens qui explique que il peut pas arrêter de se battre. Roman Reigns aimerait que Kevin Owens se mette sur le côté et permette à d'autres gens de l'affronter, de tenter leur chance pour le titre. Kevin Owens a dit je peux pas parce que alors les tatouages sur mon corps ont tous un sens. Tiens, je sais plus qui, il y a 2 jours qui me disait la WWE ils mettent pas suffisamment en avant la famille des catcheurs. Là-dessus Kevin Owens, ça c'est un tatouage qui représente ma femme. Ici j'ai un tatouage pour représenter mes enfants. Ça ici c'est pour mes parents. Mais surtout ce qui est important c'est ceux que j'ai là. Ce sont les initiales de mes grands-parents, Melvin et Pierre.
Mes grands-parents ont dû lutter contre la maladie. Ils ont vécu beaucoup plus longtemps que l'espérance de vie que leur donnaient les médecins. Et c'était mes fans numéro 1. Malheureusement, ils sont morts 2 ans avant que je fasse mes débuts à la WWE. Ils auraient été très fiers de moi de voir que j'étais arrivé sur une scène mondiale. Mais comme eux se sont battus contre la maladie, je peux pas arrêter de me battre. Et je vais continuer de me battre. Et c'est pour ça que je serai le dernier homme debout au Royal Rumble. Parfait. Kevin Owens, c'est vraiment non seulement un excellent au micro, mais en plus excellent sur le ring. Kevin Owens, c'est c'est mon Québécois préféré. Après François Pérus. Ensuite, nous avons eu les Street Profits. Alors les Street Profits, ils sont toujours là, mais en coulisses. Ils sont toujours là pour dire les titres par équipe, hein. Bah là, c'est à peu près ce qui s'est passé. Ils sont allés voir Sonya Deville, qui a donc un rôle de manager à la WWE. J'étais un peu salé au départ parce qu'elle est revenue vraiment sans tambour ni trompette, et puis ils l'ont foutue dans un rôle de manager alors que c'est une bonne catcheuse. Mais en fait, ça commence à me plaire. Je me dis, elle est en train de placer ses pions pour sa carrière à elle. Et en plus, elle est bien dans ce rôle-là. Pour l'instant, elle fait pas grand-chose, mais je devine que ça va être bien. Bref, les Street Profits lui disent on aimerait bien avoir notre rematch contre Dolph Ziggler et Robert Roode qui nous ont battus pour les titres. Sonya Deville dit et d'ailleurs, on t'a pris une corbeille de fruits. Sonya Deville dit ouais, mais Montesford, t'as été blessé par Dolph Ziggler et Robert Roode à la jambe. C'est d'ailleurs ce qui vous a coûté le match. Et t'es pas encore 100% remis. Si vous vous affrontez, tu vas te blesser et c'est pas bon pour SmackDown, c'est pas bon pour la division par équipe de SmackDown. Donc on va laisser d'autres équipes affronter. J'ai envie de les appeler Rudolph. Robert Roode et Dolph Ziggler. Rudolph, c'est un super nom d'équipe. Bref, c'est mieux que les Dirty Dogs. Donc on va laisser d'autres personnes, d'autres équipes affronter les Dirty Dogs pour le titre et on se donne, voilà, vous aurez votre chance plus tard. Voilà. J'ai noté Big E pour le Pro des Sami Zayn. Ensuite, nous avons eu. Je pensais que ça allait être nul. Vraiment, je pensais que ça allait être très embarrassant. Quand ça a commencé, j'ai eu des espèces de flashbacks du Vietnam de Bobby Lashley, la rivalité entre Bobby Lashley et Sami Zayn avec des gars déguisés en sœurs de Bobby Lashley. Bref, j'ai eu des flashbacks. J'ai eu des flashbacks absolument horribles. Ce segment a été nettement meilleur que ce à quoi je m'attendais. Il a même été, il a même servi à la rivalité entre Bayley et Bianca Belair, j'ai trouvé. Bayley a organisé un parcours d'obstacles autour du ring. Ça commence avec un énorme pneu de 100 kg, un énorme pneu de tracteur de 100 kg qu'il faut soulever. Ensuite, il faut passer des obstacles, vous voyez, des petits obstacles, quoi, pas des haies. À la base, c'était pas des haies, c'était des espèces de tout petits trucs de 20 cm de haut. Et ensuite, il y a des murs militaires, je crois que ça s'appelle comme ça. Bref, des trucs en bois qu'il faut passer, par-dessus lesquels il faut passer. Ensuite, il faut faire un Fireman's Carry, c'est-à-dire qu'il faut porter. Alors, c'était Chad Gable qui est de l'American Alpha, qui est une. Il présente ça comme une espèce de. Non, l'Alpha Academy, pardon. American Alpha, c'était le nom de son équipe à NXT. Chad Gable, qui se présente un peu comme une espèce de coach sportif, du coup, c'était complètement dans le thème. Donc il fallait porter Chad Gable sur une certaine distance et puis ensuite il fallait mettre un panier avec un ballon de basket pour arrêter le chrono. Et le but c'était d'aller le plus vite possible. Bayley fait le parcours la première. Tu sens qu'elle prend un peu son temps, mais en même temps elle triche pour aller plus vite. Enfin voilà, c'était bien fait. Bayley a bien fait son truc. Là-dessus arrive le tour de Bianca Belair. Et Bayley dit attends, parce que du coup j'ai adapté le trajet pour toi, parce qu'apparemment t'es la meilleure, donc j'ai adapté le trajet pour toi. Donc elle met des vrais et pour Bianca Belair pour qu'elle doive sauter plus haut. Et qu'est-ce qu'elle fait d'autre Non, je crois que sur le coup c'est tout ce qu'elle fait. Ouais, sur le coup c'est tout ce qu'elle fait. Bianca Belair commence, elle soulève le pneu comme si c'était comme si c'était rien. Elle va et elle saute par-dessus sans aucun problème. Les murs, les trucs en bois là, elle saute dessus pareil avec beaucoup de facilité.
Et là-dessus, Chad Gable commence à lui tenir la jambe et commence à lui faire ah, félicitations pour ton parcours jusque-là. Un nouveau défi t'attend. Et là, je me dis, ok, d'accord, Chad Gable, il est dans le coup, il essaye de lui faire perdre du temps. C'est pas ce qu'il était en train de faire. Il était en train de présenter Otis, qui était également un pensionnaire de l'Alpha Academy. Pour ceux qui ne voient pas Otis, Otis, c'est ça. Donc c'est pas exactement... Chad Gable, si vous voulez, il est relativement petit, il est relativement... Voilà, il a une petite stature, c'est pas exactement la même mayonnaise. Donc du coup, Bianca Belair... alors Otis monte sur les escaliers, Bianca Belair prend Otis sur ses épaules comme si c'était rien. Le mec, il doit peser 150-160 kilos. Donc voilà, elle parcourt le truc, elle prend la balle, elle arrive à faire des dribbles contre Bayley et à mettre un panier en battant le timing, ah, mais c'est quoi pour chronomètre, en battant le chrono de Bayley d'une vingtaine de secondes. Et après, évidemment, Bayley a agressé Bianca Belair parce qu'elle était jalouse, et voilà. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce truc-là, c'est que non seulement c'était drôle, c'était bien fait, et elles m'ont eu plusieurs fois, hein. Le coup avec Otis, je l'avais pas vu venir, le coup de changer les obstacles pour Bianca Belair, je l'avais pas vu venir, Bayley qui passe pas par-dessus les plaques en bois, mais qui les esquive en passant à gauche et à droite. Et en plus, Bianca Belair a vraiment eu l'air très impressionnante dans ce truc-là. C'est-à-dire, elle est très 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 athlétique, cette femme-là. Enfin voilà, moi, elle m'a vraiment impressionné. C'est pour ça que j'ai mis un B+ à ce segment-là. Et si vous m'aviez demandé la semaine dernière, ça aurait été, je vous aurais dit, ouais, franchement, ça va être un C, ça va pas être beaucoup plus. Bayley et Bianca Belair, avec la participation exceptionnelle de l'Alpha Academy, Chad Gable et Otis. J'allais dire, vous imaginez si Otis gagne le Rumble. Non, si Otis gagne le Rumble, ça va être une catastrophe parce que il a gagné Money in the Bank l'année dernière et personnellement, j'étais très content. J'étais diverti, on va dire ça comme ça. J'ai beaucoup aimé. Puis on sait ce que ça a donné. Ensuite, nous avons eu... Dominic Mysterio parle avec son père, Rey Mysterio, lui dit ouais, mon match avec King Corbin, ça va aller. Ouais, mais tu fais attention parce que quand même, il a un sacré coup de poing. Ouais, mais t'inquiète, je vais y arriver. Et Rey Mysterio dit d'accord, bon, on fait à ta manière, mais si ça se passe mal, on fera à ma manière. Dominic lui dit ouais, non, mais t'inquiète, ça va aller. Donc il y a un match King Corbin contre Dominic Mysterio. Corbin gagne en moins de 3 minutes. Donc ça s'est mal passé. Donc j'imagine qu'ils feront à la manière de Rey Mysterio la semaine prochaine. J'ai rien à dire sur ce moins de 3 minutes. Voilà, Corbin était meilleur, Corbin a gagné. J'imagine que c'est parce que les autres segments ont pris un peu trop de temps et du coup il a fallu raccourcir ce match-là. J'imagine que c'est ce qui s'est passé. Ou alors il voulait juste nous dire voilà, Corbin est nettement meilleur que Dominic Mysterio. Auquel cas je vois pas vraiment l'intérêt. Et ce segment-là, j'ai mis un C parce que ça a pas eu le temps d'être mauvais. Voilà, voilà. Pareil, Mysterio, Dominique. Pardon. Hop. Voilà. Cutler et Blake, je sais pas, ils ont disparu. C'est censé être les espèces de gardes du corps de Corbin, mais Corbin a dû décider qu'il s'en sortirait mieux sans, je sais pas. Et enfin, nous avons eu le main event. Et là, je me suis dit, vous êtes 152, bienvenue à tous, bienvenue à tous. N'hésitez pas à me suivre pour ne pas rater les prochains lives. Alors le main event, pour le coup, je me suis dit, est-ce qu'ils vont vraiment faire un match? Est-ce que c'est genre pour mettre en avant Adam Pearce? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Avant toute chose, j'ai mis un D à ce segment. Parce que Paul Heyman fait semblant d'avoir une blessure là-dessus et dit à Adam Pearce carte subject to change, donc la carte, ce qui est planifié peut changer. Et là-dessus arrive Roman Reigns. Et je me dis, vous avez expliqué au milieu du show que Roman Reigns allait laisser Paul Heyman se démerder. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu le segment au milieu du show, je me serais dit oui, voilà, bon, Adam Pearce c'est un peu couillon de ne pas l'avoir vu venir, mais voilà, que là ils ont dit non, ça va pas se passer comme ça pour dire en fait si, ça va se passer comme ça. Et du coup, voilà, grosse déception. Et Roman Reigns donc évidemment en met plein la gueule à Adam Pearce. Le match ne commence jamais.
Et Kevin Owens intervient. Et bon, j'aurais dû le voir venir parce que généralement quand ils disent ouais, quelqu'un a été interdit d'entrer dans le bâtiment, il rentrera pas. Ça peut être sûr d'un truc, c'est qu'il va rentrer. Et pourtant je l'ai pas vu venir parce que je me suis dit ah, ils ont décidé de changer la formule. Chouette, enfin. Non, Kevin Owens est intervenu, a défoncé Roman Reigns. Lui a mis un stunner dans le ring, un stunner à l'extérieur du ring et un pop-up powerbomb à travers la table des commentateurs. J'ai hésité à bumper un peu la note vers le haut parce que c'est toujours sympa de voir Kevin Owens, voilà, de voir Kevin Owens en action puis de voir Kevin Owens sauver la situation. Donc je me suis dit peut-être qu'il faut mettre un D+ pour ça, voire même un C-. Mais il y a un truc qui m'a fait me dire non, on est vraiment au ah, merci pour ton abonnement, Flavino24, c'est cool. Il y a un truc, moi, qui m'a vraiment convaincu de rester dans le D, c'est il n'y avait pas Jey Uso. Ça a peut-être rapport avec la Covid, je sais pas, je préfère pas dire, parce que la dernière fois, je partais du principe que toutes les absences à Raw, c'était à cause de la Covid, et non. Tout le monde était là, tout le monde était en bonne santé, ils ont juste décidé de pas les utiliser. Donc peut-être que Jey Uso peut-être qu'il y a des problèmes médicaux, mais toute la rivalité entre Kevin Owens et Roman Reigns, c'est Kevin Owens ne parvient pas à battre Roman Reigns parce que Jey Uso intervient. Sans ça, il aurait déjà gagné 2 fois, Kevin Owens. Et là, l'absence de Jey Uso, ça me fait dire, vous êtes en train de construire, de raconter une histoire dont vous n'avez pas tous les éléments. Ça, du coup, ça peut pas fonctionner, ça ne fonctionne pas. Et plus toute la déception de tout ce qu'il y avait avant, tout ce que je vous ai déjà raconté. Je me suis dit, oh, je peux pas taper au-dessus de D pour ce segment-là. Petite déception. Donc ça fait un D pour Adam Pearce, pour Kevin Owens, pour Roman Reigns et pour Paul Heyman. Voilà. On va passer aux notes globales pour le show. Comme vous savez, je mets des points bonus à ceux qui ont particulièrement marqué, à ceux que j'ai le plus envie de voir se développer suite à ce show-là. Et oui, mais ça, je le fais pour tous les shows, et j'ai oublié de le faire pour tous les shows. Alors, en ce qui concerne 205 Live, j'ai mis 3 points à Timothy Thatcher, 2 points à Tommaso Ciampa, hop là, excusez-moi, ça bug un peu, 3 points à Timothy Thatcher, 2 points à Tommaso Ciampa, 1 point à Indy Hartwell. Mais c'est un show assez secondaire, enfin très secondaire, c'est le plus secondaire des shows dont je fais le récap. 3 à Thatcher, ah bah qu'il y avait déjà 1, donc du coup il passe à 4. Et du coup ça le, hop là, excusez-moi, ça c'est mes petits... Quand on fera le dernier stage du mois, je vous raconterai un peu ce que je fais quand je suis de ce côté-là du tableau. 2 points à Tommaso Ciampa et 1 point à Indy Hartwell. Avec un I, comme igloo. Je pourrais essayer de trouver des trucs plus... À chaque fois que je dis une lettre comme telle chose, je trouverai autre chose à dire. J'ai mis 3 points à... concernant NXT UK, j'ai mis 3 points à Ilya Dragunov, qui est de loin celui que j'ai plus envie de voir se développer après cette semaine. 2 points à Rampage Brown, parce que quand même sa victoire contre Dave Mastiff était un peu impressionnante. 2 points à Rampage Brown avec un R comme Ribambelle. Et 1 point à Dave Mastiff, parce qu'il était aussi impressionnant. Quoique moins. Dave Mastiff. Et concernant SmackDown, j'ai mis 3 points à Cesaro. J'ai tellement envie qu'il gagne. J'ai mis 2 points à Bianca Belair, parce qu'elle m'a vraiment impressionné là, sur son... Soulevé Otis. Soulevé Otis, moi ça me fait quelque chose. Et 1 point à Sasha Banks pour son match contre Reginald. Et l'avenir nous dira si les mentalités vont évoluer à ce niveau-là. Et concernant les points de la semaine, parce que tous les shows ne sont pas égaux, c'est pas parce que t'es le meilleur d'Euro que t'es le meilleur en tout. J'ai mis 6 points, parce que du coup je mets 6 points, 6, 5, 4, 3, 2 et 1 point au meilleur de la semaine. En l'occurrence, merci pour... qui a offert un abonnement à Moonbot? Merci à toi, c'est gentil. Donc j'ai mis 6 points à Hangman Page. Si vous avez envie de savoir pourquoi, n'hésitez pas à regarder le recap, le replay du recap sur AEW Dynamite.
J'ai mis 5 points à Lucha House Party. Non. Si. Ah, remarque, c'est vrai que j'étais très, très hypé. J'ai mis 2 points à Lucha House Party pour leur victoire à NXT. J'ai mis 4 points à Cesaro. Pareil, la hype est présente. J'ai mis 3 points à Dragunov. Ilya Dragunov. J'ai mis 2 points à Kaiden Carter et Casey Catanzaro. Pareil, si vous voulez savoir pourquoi, eh bien, recap SmackDown. Casey, attends, Carter et Catanzaro, et du coup ça va être avec un C. Un peu laborieux, excusez-moi. C'est le dernier. Vivement le week-end. Hop là, et j'ai mis un point à Ricochet, qui a vraiment été très très bon dans son match contre AJ Styles cette semaine à Raw. Voilà. Et, ah oui, j'aurais peut-être dû vous préciser ça, c'est terminé pour les questions, je ne prends plus les questions mises en avant, mais je vais répondre aux dernières questions que vous avez. Vous êtes 168, est-ce qu'on n'est pas loin d'un record là, 168 ? Je me renseignerai, j'essaierai de trouver le record et parce que mine de rien, c'est bien aussi que ces trucs grandissent, je sais, je suis ambivalent, je dis que c'est bien qu'on soit un petit comité, mais je dis que c'est bien aussi que le truc grandisse, parce que ça veut dire que vous vous intéressez au catch, mine de rien, et ça, c'est un peu pour ça que je fais ça, c'est pour ça que je mets les noms sur les... Oh, vous savez très bien ce que je veux dire, c'est parce que je veux que personne ne soit complètement perdu. Alors, je me doute bien que c'est pas évident à suivre, mais voilà, je fais de mon mieux pour que ce soit le plus clair possible. Et si vous avez des questions, j'y réponds avec plaisir, il n'y a pas de questions bêtes. On a tous été néophytes un jour. El Idolo Gomez, bonjour à toi, me demande, est-ce que, je commence par les questions concernant SmackDown, est-ce que, même s'il n'est pas propulsé dans le main event, il te semble probable de voir Cesaro au moins autour du titre intercontinental prochainement, ou carrément en adversaire de Biggie à WrestleMania? Est-ce que ça te plairait? Et du coup, quel avenir vois-tu pour son ex-partenaire Nakamura? En fait, toutes les questions que tu me poses, El Idolo Gomez, parce que je commence un peu à me familiariser avec ta façon de penser, c'est des questions concernant les championnats et l'avenir à moyen terme. Et pour ça, je préfère... si tu veux, j'ai appris à éviter d'être optimiste avec la WWE. Du coup, j'essaye d'éviter de voir des trucs. Je ne sais pas ce qui va advenir de Cesaro. Ce que je sais, c'est que là, le prochain événement, c'est la semaine prochaine, c'est le Rumble, et que Cesaro a 2 victoires en solo contre 2 anciens champions du monde à son actif dans les 3 semaines qui précèdent le Rumble. Du coup, voilà. Maintenant, est-ce qu'il va être autour du titre intercontinental, ou est-ce qu'il va être contre Biggie à WrestleMania? Je veux dire, Vince McMahon ne sait pas qui va être contre Biggie à WrestleMania. Vince McMahon ne sait pas si Biggie sera à WrestleMania. Qu'est-ce que j'en sais? Est-ce que ça me plairait? Moi, tant que je vois Cesaro catcher, moi ça me plaît. Hein. C'est un excellent catcheur. S'il peut être dans des histoires intéressantes, voilà, c'est tant mieux. Et quel avenir je vois pour Nakamura? Je vois rien. Je vois rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je vais laisser l'avenir me surprendre et j'espère ne pas être déçu. Voilà. Je suis désolé, c'est un peu décevant, mais je pense qu'on n'a pas la même façon d'envisager le catch, toi et moi. Ensuite, Luzeo33 me demande, question un peu tôt, je trouve, pour un règne qui risque encore de durer, mais qui vois-tu battre Roman Reigns pour le titre? C'est tôt. C'est tôt, et il y a beaucoup de noms qui me viennent. Il y a beaucoup de noms qui me viennent, parce que n'importe quel babyface avec un peu d'élan peut battre Roman Reigns, et ça fera date. Ça peut être Kevin Owens. Ça peut être... je vais regarder les noms qu'il y a à SmackDown. Donc vraiment, je pense qu'il n'aura pas perdu son titre d'ici au prochain draft. Ça peut être Biggie. Ça peut être Biggie sans aucun problème. Ça peut être Daniel Bryan. Ça peut être Cesaro ou Nakamura. Si Cesaro devient face. Vraiment, c'est tellement loin dans le temps que ça peut vraiment être n'importe qui, quoi. Parce que ils auront un parcours différent d'ici à ce que Reigns soit prêt à... d'ici à ce que le personnage de Roman Reigns soit... Il va mieux pour lui qu'il perde le titre plutôt qu'il le garde. Pour l'instant, il vaut mieux qu'il le garde. Donc vraiment, on est tellement loin dans l'avenir que je peux pas te dire. Je veux pas Seth Rollins, parce que je profiterai de l'immense règne de Reigns
pour mettre en avant quelqu'un de nouveau. Mettre en avant un catcheur qu'on n'a pas vu venir. C'est-à-dire, pas Brock Lesnar, pas Seth Rollins, pas qui est toujours dans le... Bah vraiment, une fois que ces deux-là sont partis. Pas Drew McIntyre, tu vois, je vois pas Drew McIntyre battre Roman Reigns, il a pas besoin de ça. Je vois quelqu'un, quelqu'un avoir besoin de la victoire, le vaincre. Mais on est vraiment très très loin dans l'avenir pour moi. Préfères-tu voir Seth Rollins en face ou en heel lors de son retour? Lors de son retour, il faudra qu'il soit en face. Parce que tout le monde sera content de le voir. Son personnage en heel fonctionne très bien, je trouve qu'il fonctionne mieux en heel qu'en face. Maintenant, il fonctionne très bien en face aussi. Donc, s'il revient en heel, il faut qu'il fasse quelque chose de détestable dès le début. Genre... Ah là là. Ça, c'est le genre de truc qui ne peut arriver que dans une autre dimension. Imaginons Murphy bat Roman Reigns. Seth Rollins arrive, va pour le féliciter, et lui latte les couilles et lui casse la gueule. Voilà. Ça, c'est le genre de truc qu'il faudrait faire pour que Seth Rollins revienne en heel. J'adore Murphy. Murphy, Mustafa Ali et Cedric Alexander étaient les 3 meilleurs catcheurs de 205 Live quand je me suis remis au catch. Et ils m'ont fait tomber amoureux de cette division. J'adore 205 Live pour ça, à cause de eux 3. Mais il y avait Akira Tozawa qui était génial aussi. Il y avait Drew Gulak qui était génial aussi. Et là, il commence à remplumer un peu la division poids léger. Et j'attends de voir. J'attends de voir où ça va aller. Murphy champion du monde, ça fait partie. Voilà, Murphy champion du monde, c'est un peu comme Mustafa Ali champion du monde. Ça fait partie de ces projets absolument géniaux qui se réaliseront jamais. Concernant le catch en général, c'est quoi mes pronostics pour le Dusty Rhodes Tag Team Classic? Alors, pour te répondre, je vais avoir besoin d'aller chercher la carte. Dusty Rhodes Tag Team Classic Brackets. Hop là. Comment ça va, vous? Alors, je vais aller sur Vox Catch directement. Hop là. Je vais l'image dans un nouvel onglet. Alors, donc, on va déjà définir qui va arriver en finale. Donc, nous avons Adam Cole l'Undisputed Era contre Timothy Thatcher et Ciampa. Je pense que l'Undisputed Era va gagner ce match-là. Je pense que l'Undisputed Era va gagner ce match-là et ils vont aller en finale. Kushida et Ruff contre les Grizzled Young Veterans. Je pense que... Ah, je veux bien Kushida et les... Non, Gargano va intervenir, il va coûter la victoire à Kushida. Les Grizzled Young Veterans vont gagner. Donc du coup, ça va faire les Grizzled Young Veterans contre l'Undisputed Era. Non, l'Undisputed Era va gagner. L'Undisputed Era va en finale. MSK contre Drake Maverick et Killian Dane pour les demi-finales. MSK va gagner. Lucha House Party contre Legado del Fantasma. J'adorerais que Lucha House Party gagne. Je vais pronostiquer une victoire de Lucha House Party contre MSK. Putain, une finale Lucha House Party contre l'Undisputed Era. Ça, c'est ce que j'ai envie de voir. Et Lucha House Party gagne. Voilà, on va jusqu'au bout. On pousse le truc jusqu'au bout. Ça n'arrivera jamais. En fait, je oublie tout ce que je viens de dire. Il y a un principe qui est vrai dans presque tous les Dusty Rhodes Tag Team Classics, c'est que les équipes qui sont composées de 2 individus gagnent. C'est-à-dire, l'année dernière, ça a été Matt Riddle et Pete Dunne, alors qu'ils n'étaient pas du tout ensemble avant le Dusty Classic. L'année d'avant, c'était Aleister Black et Ricochet. Les premiers à gagner, c'était Finn Balor et Samoa Joe. Donc en fait, oublie tout ça. Je pense que Thatcher et Ciampa vont gagner. Voilà. Mais uniquement parce que, voilà, uniquement le vécu, quoi, si vous voulez. Ensuite... Mais si Lucha House Party gagne, je pense qu'ils vont se faire éliminer par les gars de El Fantasma. S'ils gagnent, ça va être... Je vais être tellement content. Comet Leader me demande, 205 Live, c'est pas le SmackDown de NXT? Oh là non. Oh là non. Parce que... Alors d'une part, tu es dans une vision des choses qui est un peu datée, parce que SmackDown est devenu le show principal de la WWE, depuis qu'ils sont allés à Fox. C'est là-bas qu'il y a toutes les grosses stars. Ensuite, 205 Live, c'est une division où il n'y a que des poids légers, donc c'est une division spécifique. Ce serait un peu comme s'il y avait une émission avec, mettons, que les équipes ou que la division féminine de Raw. Voilà, ce serait plus l'équivalent de ça. Et en plus...
205 Live et NXT ont le même roster. Donc non, en fait, ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Et il y a aucun point commun. Il y a des gens qui ont dit 205 Live, c'est pas un peu le main event du roster principal, ou 205 Live, c'est pas un peu... Enfin, le main event, enfin, le show main event de NXT. On s'est compris. En fait, 205 Live ne ressemble à rien. C'est une émission où il n'y a qu'une certaine division. Alors qu'une certaine division, la semaine dernière on a eu Killian Dane, cette semaine on a Timothy Thatcher, les deux sont au-dessus de 205 livres. Alors Thatcher je le sais parce qu'il s'est pesé à NXT cette semaine, Killian Dane je me doute. Voilà, que devient 205 Live? Drew Gulak ne serait pas content du tout. Parce que son personnage à 205 Live c'était un gros traditionnaliste et c'était, voilà, j'aime beaucoup son personnage. Donc non, ça n'a rien à voir, pour répondre à ta question. Vardrak me demande, salut Lynx, tout d'abord merci beaucoup pour tout ton contenu, de rien, Katchescu non, oui, c'est un plaisir de suivre tes vidéos et tes lives, mais écoute, c'est à moi que tu fais plaisir. Avec le Royal Rumble qui arrive dans une semaine, je me demandais, qui verrais-tu comme premier entrant dans chaque Rumble match? Faut quelqu'un dont la musique d'entrée te fait dire, tiens, c'est parti. Alors, plus que quelqu'un qui peut durer tout le match. J'étais en train de me demander, est-ce que je vois... En fait, il s'est passé plein de trucs dans ma tête d'un coup, là. Je me suis dit, ce serait sympa de mettre le spot Daniel Bryan rentre en premier et gagne, et que 2 catcheurs qui ont fait ça dans l'histoire du Rumble. 3 si on compte Rey Mysterio qui est arrivé en deuxième, ce qui techniquement est exactement pareil que commencer en premier. Et je me dis en même temps, Daniel Bryan, je suis pas sûr... Je suis pas sûr qu'il va gagner, donc s'ils le font entrer en premier, je sais pas. Et je me suis dit... S'ils font gagner Cesaro et qu'ils le font entrer en premier, est-ce que c'est pas beaucoup de... Est-ce que c'est pas un très gros push de Cesaro et trop trop de push de Cesaro d'un coup? Cesaro entre en premier dans le Rumble et le gagne. Ça, moi, ça me semble beaucoup. Je vais quand même répondre Daniel Bryan parce que c'est voilà, c'est le genre de mec, c'est le Iron Man de ce genre de match. Et chez les femmes... Qui a une musique d'entrée que tu fais dire... J'allais dire Rhea Ripley. Non, Rhea Ripley, faut qu'elle arrive au milieu, faut que ce soit une surprise. Enfin, faut que ce soit une surprise, faut que ce soit un gros... Voilà, une grosse entrée. Pas la première. Est-ce que Ronda Rousey va revenir à ce Rumble? Ce serait un peu cool. Je suis désolé, je bug. Naomi, c'est pareil, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, il faut que ce soit une semi-surprise. Oui, gros chat. C'est compliqué, hein, c'est compliqué comme question. Je suis en train de me passer le roster féminin dans la tête, là. Faut que ce soit Raw, soit SmackDown, je pense pas qu'il faille qu'il commence par quelqu'un de NXT. Faut qu'il commence par quelqu'un dont le nom est assez, assez grand. Est-ce qu'il y a des gens qui... Ripley s'est annoncé... Non, mais... J'aime pas quand les gens s'annoncent pour le Rumble, faut que ce soit des surprises aussi. Elle s'est pas annoncée, mais elle va être dedans, pourquoi elle serait pas dedans? Elle fait rien en ce moment à NXT, elle va probablement arriver sur le roster principal bientôt. Non, ça fait déjà 1h19 que je parle. Tu sais quoi, je vais dire Charlotte Flair. Parce que ça, pour le coup, ils sont capables de le faire. Charlotte Flair rentre dans le Rumble en premier et elle le gagne. Ça, ils sont capables de le faire. Je pense que Charlotte Flair va encore gagner le Rumble cette année. Je le vois encore comme une maison. Voilà. Donc on va dire Charlotte Flair pour répondre vite à ta question. Voilà, Daniel Bryan et Charlotte... Pour répondre vite. Pour répondre sans vraiment réfléchir plus que ça à ta question. À quel retour t'attends-tu pour le Royal Rumble? Becky Lynch? Non. Seth Rollins? Oui. Brock Lesnar? Oui. Braun Strowman? Ouais. Edge? Je crois qu'il n'est pas encore guéri. Il me semble qu'il n'est pas encore guéri. Remarque, Randy Orton va participer dans le Rumble. Edge va revenir. Edge va revenir, il va l'éliminer. Je pense que Edge va revenir. Qui va y avoir d'autres? Je t'ai dit, Naomi, ils ont besoin de noms pour remplir leurs 30 slots. Donc, oula, j'ai dit slot avec un O. Donc, leurs 30... comment on dit slot en anglais? En français? Please, par pitié. À quel retour je m'attends? C'est pareil, c'est le genre de question, il vaut mieux y avoir réfléchi avant.
Lesnar, mais Lesnar, je le vois venir, mais gros comme une maison. Je pense que je le vois venir parce que j'ai pas envie d'être déçu, parce que si vous suivez le stage depuis un petit moment, vous savez que, enfin ces lives-là depuis un petit moment, vous savez que Mustafa Ali est mon catcheur préféré sur le roster principal. Je l'ai encore là, le Money in the Bank de 2018. Globalement, Mustafa Ali allait gagner, et là, la musique de Brock Lesnar retentit, il grimpe à l'échelle et il gagne alors qu'il n'était pas dans le match. C'est pour ça maintenant, je vois venir Brock Lesnar. J'entends Brock Lesnar. Peut-être Ronda Rousey, hein. Peut-être Ronda Rousey. Je m'attends aussi au retour de Ronda Rousey. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte de voir le Rumble cette année. Vardrak encore me dit: tiens, vu qu'on parle de catch intergenre, on a souvent vu des catcheuses rentrer dans le Royal Rumble masculin, mais aucun catcheur sérieux dans le Rumble féminin pour l'instant. Si tu devais choisir un catcheur actuel à injecter dans le Rumble féminin, un vrai compétiteur, pas pour un spot de comédie, qui serait-ce? Il y a plusieurs étapes avant ça. Parce que là, si tu fais rentrer un catcheur masculin dans le Rumble féminin, faut encore que ça soit comique. Il faut que ça soit semi-comique. Comme quand Nia Jax est rentrée dans le Rumble masculin. Si tu veux, pour l'instant, ils sont vraiment dans une optique qui est plus sexiste qu'autre chose. Ça veut dire les femmes peuvent être au niveau des hommes si elles sont particulièrement costauds. Et les hommes peuvent être au niveau des femmes s'ils sont particulièrement rigolos, qui sont pas, ils sont pas à prendre au sérieux. C'est pas un peu sexiste, c'est complètement sexiste. Ce qu'il faut, c'est réussir à adoucir ces deux traits-là pour que, à niveau égal, un homme et une femme peuvent s'affronter dans le catch, puisque de toute façon c'est faux, donc de toute façon, les règles de la physique, voilà, les règles de la biologie n'entrent pas en ligne de compte. Pour moi, ce qui pourrait être une bonne idée, c'est de faire rentrer Angel Garza dans le Rumble féminin. D'abord, il essaie de draguer un peu tout le monde, parce que c'est son personnage. Puis, voyant que ça marche pas, ça commence à devenir sérieux. Angel Garza commence à se battre pour de vrai. Et une femme, pas 40 femmes qui se liguent contre l'intrus masculin, une femme réussit à le sortir. Voilà, ça ce serait le genre de spot que je trouverais bien. Le genre de spot que je trouverais honteux, ce serait Santino Marella l'année dernière, qui entre dans le Rumble, voit qu'il n'y a que des femmes et qu'elles sont toutes très énervées contre lui et préfère s'éliminer lui-même. Ça m'a fait saouler, ça, voilà. Je pense que j'ai répondu à ta question. Ensuite, Noctisai qui me demande: bonjour Lynx, grâce à tes résumés, j'ai regardé mon premier NXT cette semaine et c'était très cool. Question: est-ce que les matchs par équipe mixte existent encore? Quel duo te ferait rêver? Alors, ils ont fait des matchs par équipe mixte, mais c'était... Alors oui, ils existent encore. Ils avaient le Mixed Match Challenge en 2018 et 19, ou en 2017 et 18, mais c'était plus de la comédie qu'autre chose. Et des duos qui font rêver, mais il y en a plein, mais le problème c'est que, comme ce sont des matchs où les hommes affrontent les hommes et les femmes, ils n'ont pas de dynamique de groupe. C'est-à-dire tout ce qui est hot tag, ça peut pas fonctionner parce que s'il y en a un qui rentre, l'autre rentre aussi. Donc c'est un peu dommage. L'équipe Asuka et The Miz était vraiment excellente. Parce que Asuka était infiniment meilleur que The Miz et ils en étaient tous les deux conscients. Ils ont fait l'équipe Charles Flair et AJ Styles qui était un peu cool. Et une équipe Gargano et Leray, enfin voilà, une équipe Gargano quoi. Ce serait vraiment chouette. Quelle équipe pourrait fonctionner vraiment très bien? Seth Rollins et Sasha Banks, ça fonctionnerait vraiment très bien. The Fiend et Alexa Bliss, du coup, ils sont autour de la même thématique. Enfin voilà, il y a des possibilités à envisager de ce côté-là. Woken Shadow Gear me demande: grande question, pourquoi ne veux-tu pas regarder le circuit indé? Parce que, d'accord, tu as pas beaucoup de temps. C'est marrant, cet argument-là. Bon, on a compris, t'as pas beaucoup de temps, mais je trouve que tu trouves beaucoup trop de gens trop méchants avec la WWE, mais quand on voit ce qui se passe ailleurs, on se rend compte que le jugement entre les fédérations pourrait être sur la forme du contenu bien plus que sur le fond si seulement la WWE se mettait au niveau. Attends. Pourquoi ne veux-tu pas regarder le circuit indé? Parce que j'ai pas le temps. D'accord, tu as pas le temps, mais juste, je trouve que tu trouves beaucoup trop de gens trop méchants avec la WWE. Je trouve pas les gens méchants. Je trouve que je comprends pas l'intérêt de se plaindre d'un truc que tu ne regardes pas et dont tu t'en fous. Certes, c'est la plus grande fédération du catch au monde, d'accord.
Mais pour trouver enfin, je vais essayer de trouver Si j'avais une chaîne de cinéma, que je trouvais les films de l'univers cinématographique Marvel d'une banalité et voilà, que je les trouvais vraiment nuls, quoi. Vraiment du petit spectacle, du truc facile et qui coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et voilà. Mon approche, c'est que j'en parlerai jamais. Je donnerai mon avis quand on me le dirait. Je donnerai mon avis quand on me le demanderait. Mais quel intérêt j'aurais à chier sur quelque chose que des gens aiment bien parce que c'est populaire et que je préfère autre chose. Ce que je ferais, c'est que je parlerai d'autre chose. Je parlerai de ce que j'aime bien. J'ai pas besoin de regarder le circuit indépendant pour me rendre compte des différences avec la WWE. La vérité, c'est que je préfère ce qui se passe à la WWE. C'est plus... comment dirais-je? C'est difficile à expliquer. C'est difficile de... Je préfère les histoires, quoi. Je préfère les personnages. Et sur le circuit indépendant, ils ont tendance à zapper un peu ça. Ou à pas avoir une régularité, à pas avoir... On pardonne beaucoup de choses au circuit indépendant qu'on ne pardonne pas à la WWE. Parce qu'ils ont pas les moyens et qu'on on a raison de pas tout leur passer. Mais voilà, parce que je comprends pas du tout la fin de ta question. Je relis la fin de ta question, je la comprends pas. Quand on voit ce qui se passe ailleurs, on se rend compte que le jugement entre les fédérations pourrait être sur la forme du contenu bien plus que sur le fond. Les questions sur la forme, pour moi, n'ont absolument aucun intérêt. La forme, chacun fait... voilà. Les questions sur le fond sont beaucoup plus intéressantes, d'après moi. Mais bon. Je pense que j'ai répondu à ta question, parce que je pense que ça vient d'une erreur de conception de ma part de ce que pensent les gens de la WWE. Je pense juste que si t'aimes pas la WWE, tu devrais pas la regarder, tu devrais pas en parler, c'est perdre du temps pour... perdre de l'énergie pour rien, quoi. J'espère que je suis clair. J'espère que j'ai répondu à ta question. Et je suis désolé, je n'ai pas le temps. J'ai pas le temps parce qu'en ce moment, si vous voulez être au courant de tout ce que je fais en ce moment, alors non seulement j'écris la parenthèse, il faut que j'écrive les points culture. La vérité, c'est que je pense que je vais commencer à m'éloigner un peu des vidéos sur Internet. Je vais commencer à explorer d'autres pistes. Commencer, c'est pas encore, vous inquiétez pas, on va pas arrêter tout demain. Je suis en train d'écrire un livre en ce moment pour justement explorer d'autres horizons. Et pas une fiction. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Et je fais le stage, bien sûr. Je fais le stage de 2020. Et je continue à faire mon heure de lecture pour faire mes chroniques, le coin lecture. Enfin bref, j'ai juste pas le temps, quoi. J'ai juste pas le temps. Et enfin, concernant d'autres sujets, Zane The Black me dit coucou Lynx, juste un petit message pour te remercier de faire ces lives et ce genre de vidéos. Je ne regarde pas de catch, mais tes résumés sont très intéressants à écouter. Merci à toi, et j'espère que vous êtes nombreux à le penser, à pas le dire. J'essaye de mettre un point d'honneur à être accessible aux gens qui ne suivent pas vraiment le catch, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'entendre ce genre de retour, vraiment c'est très très chouette. Merci à toi d'avoir pensé à mettre ton message en avant pour que je puisse le lire, parce que évidemment je ne peux pas lire le chat pendant que je fais la vidéo, parce que sinon je me perds et je passe trop de temps à réagir à ce que je lis. Mais ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup à toi. Merci à Grégory Slide de m'avoir passé vos questions. Et merci à tous d'avoir suivi ce live. Vous êtes 155, c'est beaucoup, ça fait vraiment plaisir. On se donne rendez-vous sur Linksoft si vous voulez, si vous êtes arrivé tard pour voir le début de ce live. Et on se donne rendez-vous mardi pour le récap de Raw. Il va se passer plein de choses, mais comme d'habitude, j'ai oublié de noter ce qui allait se passer dans le prochain Raw. Donc, écoutez, on découvrira ça ensemble. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous remercie encore une fois. Le temps de trouver ma souris, elle est là. Et à très bientôt pour la suite.